Bonjour chers camarades compatriotes. Petite vidéo rapide pour revenir sur la polémique qui a frappé Amnesty International. Pour ceux qui ne le savent pas, Amnesty a publié le 4 août dernier un rapport accusant l'armée ukrainienne de mettre en danger la vie des civils. La polémique déclenchée par le rapport est telle qu'Oksana Pokalchuk, la directrice d'Amnesty en Ukraine, a démissionné le 5 août, accusant la direction de ne pas avoir impliqué les militants de l'ONG sur place dans la rédaction de ce rapport. Depuis, plusieurs milliers de militants ont quitté l'ONG à travers l'Europe. Mais alors que peut bien contenir ce rapport pour déclencher une telle colère? On va le lire et l'analyser ensemble pour voir ça. Déjà, rien qu'en lisant le titre, on comprend tout de suite pourquoi il fait autant polémique. Les tactiques de combat ukrainiennes mettent en danger la population civile. Suivi d'un petit texte qui nous explique que l'armée ukrainienne se positionne près des zones d'habitation civile, dans les hôpitaux ou des écoles. Rien qu'en lisant ça, on imagine déjà tout de suite les Ukrainiens se servir des civils comme bouclier humain, prendre en otage des enfants dans les écoles ou encore utiliser les hôpitaux comme base de tir. Bref, tout ce que la propagande russe nous explique depuis le début du conflit. Passons sur l'avant-propos, qui n'est rédigé qu'en réaction à la polémique. Le premier paragraphe qui suit est une redite de l'intro. Il indique juste que l'armée russe est responsable de nombreux crimes de guerre. On nous dit que 19 fois les Ukrainiens se sont installés dans des zones résidentielles habitées et ont utilisé des systèmes d'armement dans ces zones, notamment dans des écoles et des hôpitaux. L'armée ukrainienne violerait ainsi le droit international et transformerait des biens à caractère civil en cibles militaires. Bon alors déjà c'est faux, le droit international n'interdit pas de s'installer dans des zones civiles, on va y revenir plus tard, mais l'interprétation du droit international par Amnesty est ici assez vague et erronée, ce qui a d'ailleurs été dénoncé entre autres par Mark Garlasko, un enquêteur des Nations Unies sur les crimes de guerre. Et ensuite c'est quoi ce transforme des biens civils en cibles militaires? Déjà la Russie frappe de façon indiscriminée au mieux, voire vise les installations civiles comme les hôpitaux ou les écoles volontairement, qu'il y ait des militaires ou non. On le sait depuis la Syrie que ça fait partie de leur stratégie de terreur. Donc quelle est l'utilité de cette phrase, à part chercher à tracer un signe égal entre les défenseurs et les agresseurs et à justifier les bombardements russes? Bref. Ensuite on nous explique juste après que de toute façon, et comme je viens de le dire, les Russes frappent de façon indiscriminée. On se demande donc bien pourquoi ils insistent un paragraphe plus haut pour accuser l'armée ukrainienne de transformer des cibles civiles en cibles militaires. L'encart suivant nous explique un peu plus en détail le déroulement de l'enquête. Elle s'est donc déroulée d'avril à juillet, soit 3 ou 4 mois selon les dates exactes, dans la région de Kharkiv, du Donbass et de Mykolaïv. On rentre maintenant dans le vif du sujet, les attaques depuis les zones habitées. On nous dit au départ que la plupart des zones où les soldats s'installent sont à des kilomètres du front. Je veux bien, mais le Donbass, je suis désolé, toute la région est sur le front. Et même Kharkiv et Mykolaïv sont certes un peu plus éloignés, mais toujours largement à portée d'artillerie, de drones ou d'hélicoptères et autres avions. Donc ok, c'est pas là que l'infanterie s'affronte, mais la zone est toujours une zone de guerre. On nous dit donc que les Ukrainiens pourraient s'installer dans des zones boisées ou des bases militaires loin des zones résidentielles. Soit, mais ça demande un effort logistique important de mettre ces dépôts de ravitaillement au milieu de nulle part, ou de construire une base militaire à partir de rien. La critique est vraie, mais les bases militaires ça ne pousse pas dans les arbres, et quand on est en guerre contre la deuxième armée du monde, on fait au plus pratique. Amnesty a techniquement raison sur ce point, mais ne prend pas en compte le contexte général. Ils disent ensuite qu'à leur connaissance, lorsque l'armée s'installe, elle ne demande pas aux civils d'évacuer, ni de les aider à évacuer, à notre connaissance. En gros, ça veut dire on n'est pas sûr, dans ce cas pourquoi le dire? Ça revient à lancer une accusation sans preuve solide, une accusation qui est assez surprenante car elle contredit ce que disent les journalistes sur place et le ministère de la Défense ukrainien. Mais admettons peut-être que les témoignages situés dans les prochains paragraphes vont nous le dire. Le premier témoignage est celui d'une femme dont le fils a été tué dans une frappe de roquettes russes, alors qu'il était dans la cour de sa maison. Des militaires ukrainiens s'étaient installés à côté. Le bombardement s'est passé dans un village au sud de Mykolaïv, donc probablement sur le front, ou à seulement quelques kilomètres. Un habitant de Lysychansk témoigne ensuite qu'il ne comprend pas pourquoi l'armée tire depuis les villes et pas depuis la campagne. Au-delà du fait que Lysychansk, entre avril et juin, c'était quand même carrément le front, tirer depuis la campagne implique d'abandonner la ville, donc effectivement des civils meurent. Mais encore une fois, on n'est plus au 19e siècle. Les villes sont des obstacles pour les envahisseurs et les abandonner ne va faire que faciliter leur travail. Tous ces témoignages ont été recueillis soit dans le Donbass, donc directement sur le front, soit dans les villages aux alentours de Kharkiv et Mykolaïv, soit en fait à nouveau sur le front, parce que même à 3 km du front, c'est encore être sur le front dans une guerre conventionnelle. Je le redis, la critique d'Amnesty est valide ici, se battre près des civils, c'est assez moyen.
Mais ça n'est pas interdit par le droit international humanitaire. Le droit international dit que les civils doivent être évacués du front dans la mesure du possible et que l'armée a parfaitement le droit de se positionner dans la ville ou le village pour défendre ses civils. Ensuite, on arrive à la partie la plus intéressante, les bases militaires dans les hôpitaux et dans les écoles. Si le droit international interdit bien d'utiliser des hôpitaux comme base, ça n'est pas le cas des écoles, qui, si elles sont vidées de leurs élèves, peuvent parfaitement servir de base militaire. Ces derniers doivent juste, dans la mesure du possible encore une fois, éviter de s'installer dans des écoles si elles sont dans des zones densément peuplées. Le premier paragraphe nous dit que les Ukrainiens ont utilisé des hôpitaux comme base militaire dans 5 localités, mais qu'ils les utilisent comme base de repos, sans procéder à des tirs depuis ces mêmes hôpitaux. On nous rapporte uniquement des tirs lancés près d'un hôpital. Décidément, ce rapport est bien vague. Ça veut dire quoi, juste près d'un hôpital? À 5 mètres devant? 50? 100? 300? On ne sait pas. Il n'est pas non plus précisé la raison de la présence de ces soldats. Est-ce qu'ils sont là pour garder l'hôpital et protéger les civils des Russes? Est-ce que tous ceux qui se reposent ne sont pas tout simplement des blessés? En l'absence de précision, on va parier sur la bonne foi d'Amnesty et sur le fait qu'ils aient effectivement interrogé les militaires sur la raison de leur présence. Dans tous les cas, il s'agit effectivement d'une violation du droit international. Cependant, contrairement à ce qu'affirme le rapport plusieurs paragraphes plus haut, il n'est ici fait mention nulle part de l'utilisation d'hôpitaux comme base de tir, tout au plus comme base de repos. Vous allez voir que ce n'est pas le seul moment où le rapport se contredit lui-même d'ailleurs. Nous avons ensuite le cas des écoles qui est explicité. On commence par expliquer que les écoles ont été fermées depuis le début du conflit dans les zones de guerre. Ah, tiens donc, toujours pas de trace de l'emploi de civils comme bouclier humain. Pas non plus d'indication comme quoi les Ukrainiens utiliseraient les écoles comme base de tir. Il est en revanche signalé que certaines écoles étaient dans des zones résidentielles, notamment un cas à Odessa qui effectivement est loin du front. On ne connaît pas la raison qui a pu amener l'armée à se servir d'une école dans une ville loin du front plutôt que d'une autre structure. Supposons, comme avec Amnesty, une bonne foi de leur part et que c'était l'option la plus pratique pour eux. Le dernier paragraphe semble plus préoccupé par l'occupation d'université de Bakhmut par l'armée que les bombardements russes qui se sont abattus sur toute la ville, mais passons. On en revient à la première conclusion concernant le fait de se battre à côté des civils. Ça fait du collatéral, mais de toute façon les Russes attaquent de façon indiscriminée, et l'Ukraine n'a pas violé le droit international dans les cas cités. On peut simplement regretter qu'ils se soient installés souvent temporairement dans des écoles situées dans les zones résidentielles. J'aimerais attirer votre attention sur le petit encart suivant qui nous dit « Les militaires doivent alors avertir les civils et, si nécessaire, les aider à évacuer les lieux. Cela ne s'est manifestement pas passé comme cela dans les cas examinés par Amnesty International. » Ah bon, il n'est fait nulle part mention de l'absence de demande d'évacuation ou d'aide à l'évacuation de la part de l'armée ukrainienne. On n'a aucun témoignage ou preuve produite dans le rapport qui nous laisserait penser que l'armée ne demande pas aux civils d'évacuer, mais on va dire qu'ils ne le font pas du coup. La dernière partie rappelle que les Russes utilisent des armes à sous-munitions et frappent sans discrimination civile comme militaire, et on finit sur encore quelques petites crottes de nez avec la pratique de l'armée ukrainienne qui consiste à placer des objectifs militaires dans des zones habitées ne justifie en aucun cas les attaques menées sans discernement par les forces russes. Donc en fait, c'est les Ukrainiens qui font exprès de s'établir dans les villes? C'est quand même un peu fort de café cette phrase. Les Ukrainiens ne choisissent pas où va se dérouler le combat. Ce n'est pas eux qui ont l'initiative dans ce conflit, mais les Russes. Quand les Russes attaquent une ville ou un village, l'armée va le défendre et c'est normal. Leur reprocher ça, c'est pour la 15e fois ignorer le contexte et la réalité de la guerre. Et le dernier point d'Agnès Kalamar, qui nous explique que les Ukrainiens doivent arrêter d'utiliser les écoles et les immeubles d'habitation sauf en cas de dernier recours. Et la destruction totale de ton pays et de ton peuple, c'est pas assez urgent et extrême comme situation? On n'est pas dans un contexte qui justifie le dernier recours, là? On finit avec la petite cerise sur le gâteau, où Amnesty dit qu'ils ont contacté le ministère de la Défense le 29 juillet, et qu'ils n'ont pas reçu de réponse au moment de la publication. Publication qui a eu lieu le 4 août, soit même pas une semaine entière. Un peu court comme délai de réponse quand ton pays est sous les bombes. Finalement, qu'est-ce que nous a révélé ce rapport qui nous promettait tant de violations du droit international qu'on aurait fini par penser que les Ukrainiens ne valaient pas mieux que les Russes? Eh bien rien. La seule chose à se mettre sous la dent, c'est l'occupation des hôpitaux comme base de repos. C'est sûr que côté des viols de masse, des camps de concentration et des massacres perpétrés par l'armée russe, ça fait un peu pâle figure. En fait, le problème dans ce rapport, ça n'est pas ce qu'il dit en soi, c'est la manière dont il le dit. Dès le début, on a un titre putaclic et sensationnaliste possible, on trace une équivalence entre les défenseurs et les agresseurs, on reproche de façon implicite à l'armée ukrainienne d'être responsable de la mort des civils dans les villes et villages qu'ils défendent, sans prendre en compte le contexte et les impératifs imposés par la guerre. On a des affirmations vagues, quelques témoignages et relevés qui ne disent pas grand chose. Au final, la seule chose qu'on peut tirer de ce rapport, c'est plutôt sur ce qu'il ne nous dit pas. Il n'est fait nulle part mention que l'armée ukrainienne maltraite les civils, pas de cas de pillage, de viol, d'exécution ou de prise d'otage.
otages. Après 3 mois d'enquête, si ça avait été le cas, Amnesty nous l'aurait dit. L'ONG aurait tellement gagné à mettre un peu de contexte et de précision dans ce rapport, plutôt que de faire dans le sensationnalisme les 2 premiers paragraphes pour, au final, se contredire tout le long. Et c'est bien ce manque de professionnalisme qui lui est reproché. La propagande russe va user et abuser de ces premiers paragraphes qui sous-entendent que les Ukrainiens prennent en otage les civils pour justifier toutes leurs prochaines frappes. Il est même à craindre qu'il redouble les bombardements ciblant les civils, ayant une excuse toute faite. La manière dont est rédigé ce rapport est bien à l'origine de la polémique. J'en veux pour preuve qu'un rapport des Nations Unies accusant les Ukrainiens et les Russes dans la transformation d'une maison de retraite en champ de bataille n'avait pas fait autant de bruit, lui. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Amnesty prenne conscience de ses erreurs et fasse amende honorable. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, on se retrouve la prochaine fois pour parler de la propagande. Slava Ukraini!